Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la trêve les amis, oui c'est la trêve, donc c'est le moment que vous attendez tous. Et ben non, personne l'attend, mais bon bref, t'as compris frère. C'est le moment du petit bilan, le petit bilan du début de saison. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que les joueurs ont été au niveau? Est-ce que Xavi, la Xavineta est toujours en route vers le succès? On voit ça tout de suite ensemble, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer cette petite vidéo, je tiens à préciser que là c'est la trêve et que je vais faire quelques débriefs de sélection. Je sais pas si tout le monde me suit sur Instagram, j'ai fait un petit post en story, bon je vais le partager aussi sur YouTube, mais je vais l'afficher sûrement par là. Mon petit programme de la semaine et de la semaine prochaine, c'est France-Autriche les amis, débrief de France-Autriche jeudi, ainsi que Pologne-Pays-Bas. Je vais essayer parce que bon ça va être difficile, ça va être la première fois pour moi, je vais devoir regarder deux matchs en même temps les amis, donc je ne garantis rien, mais on va essayer en tout cas. Vendredi je vais débriefer Maroc contre le Chili, match intéressant je pense, et Argentine-Honduras pour le GOAT comme vous savez. Samedi je vais débriefer Bolivie-Sénégal pour les frérots sénégalais qui sont là sur la chaîne, je sais qu'il y en a pas mal. Évidemment Espagne-Suisse, on va suivre les joueurs du Barça. Dimanche Pays-Bas-Belgique et Danemark-France, donc pareil encore deux matchs en même temps, donc ça va être tendu, mais on va se les faire je pense. De qui on parle on sait pas. Mardi ensuite, grosse journée, je vais débriefer Canada-Uruguay, oui mon petit Ronald qui va jouer, Argentine-Jamaïque et Espagne-Portugal, gros match Espagne-Portugal, donc voilà. Ça c'est vraiment la petite précision, mais voilà. En plus de ces petits débriefs pendant cette trêve, je vais en profiter pour faire quelques petites analyses. Je vais faire sûrement une vidéo aussi sur la B. Je vais essayer de faire une vidéo portrait sur Baldé. Voilà, ça fait longtemps que je veux la faire. Là c'est l'occasion parfaite je trouve, donc je vais essayer de faire ça. Et je vais, comme je l'ai dit, je vais faire des analyses, donc analyse aussi surprise les amis. Je vais analyser des parties, des séquences de certains joueurs du Barça actuel, et je vais me taper une petite analyse, au moins une, je pense, du fameux classico, la Manita, les amis, la Manita, le fameux 5-0 époque Guardiola, tu connais, j'ai envie de dire tu connais, donc voilà, ça c'est en projet depuis déjà un bon moment dans ma tête en tout cas, donc je vais m'y mettre là je pense. Enfin bref, le Barça donc plutôt bien démarré cette nouvelle saison, bien démarré cette nouvelle ère on va dire, avec Xavi, les recrues t'as compris, il y a eu beaucoup de choses bien dans ce début de saison, il y a eu des choses aussi un peu moins bien, on va revoir un peu tout ça. Évidemment, après un mercato assez réussi avec 7, pas moins de 7 les amis, nouvelles recrues avec Bellerin et Marcos Alonso. Je ne compte pas Pablo Torre qui a été pris pour la B, pour la A, on ne sait pas trop, on en parlera tout à l'heure, mais bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc le Barça a plutôt bien entamé ce début de saison. Évidemment, il y a eu le petit match nul en début de saison, comme ça, là, qui vient faire mal, qui vient un peu entacher cette belle série de victoires, on va dire. Bon, évidemment, on va parler du Bayern, mais ce petit 0-0 contre le Rayo Vallecano à domicile, il fait un peu tâche dans le truc, mais rien de dramatique, les amis, rien de très grave. La saison est encore très longue et il y aura beaucoup de matchs. Rien que le mois d'octobre déjà va être un peu plus décisif, je pense, en termes de matchs, tout ça, en termes de classement. En attendant, on a beau critiquer, t'as compris frère, moi je suis pas je suis pas là-dedans, je suis pas dans ces trucs-là, mais on entendait quand même pas mal de critiques envers Xavi, qui met ses amis, on ne sait pas trop. Je ne sais pas d'où viennent ces critiques, mais en attendant les amis, quand même, s'il faut prendre en compte là, c'est que, mine de rien, le Barça égale le record du Barça de 2010 de Guardiola, qui avait fait, si je ne m'abuse, 5 victoires d'affilée, pas en début de saison, je crois pas, c'est 5 victoires d'affilée, avec 3 buts ou plus, voilà, c'était ça. Donc le Barça de Xavi égale ce petit record-là, sachant que nous, on le fait en début de saison, les amis. Ok, on a fait 0-0, mais après ça, on a la Xavineta qui est en roue libre, tout simplement. Sachant qu'en plus, il faut prendre en compte que Xavi, le petit gamin, il a quand même des jeunes dans l'effectif. On a un effectif assez jeune. On a un peu de tout cette année. La saison dernière, on avait des vieux et des jeunes, on va dire, pour faire simple. Là, on a un peu de tout. On a des vétérans. Les vétérans, on a les mecs un peu plus dans une tranche d'âge assez moyenne, on pense à Rafinha, Dembélé, tout ça, et on a quand même pas mal de jeunes encore une fois, mais voilà, c'est beau, ça fait un petit melting pot, un petit mélange comme ça, c'est très cosmopolite à l'image de Barcelone les amis, c'est magnifique. Donc à l'époque, on compare voilà le départ de Xavi à une certaine époque de Guardiola, mais sachant que quand même Guardiola à l'époque ça n'enlève rien à son génie, mais il avait quand même la meilleure équipe de tous les temps. Et oui les amis, je ne sais pas voilà si vous êtes tous du Barça ceux qui me suivent, mais
Oui, Guardiola à l'époque avait la meilleure équipe de tous les temps. Avec, de toute façon, quand tu comptes Messi, Xavi, Iniesta dans ton équipe, les gars, rien que ces 3 joueurs font que t'as la meilleure équipe de tous les temps. C'est tout. Peu importe les autres joueurs que t'as à côté, c'était tellement magnifique. Enfin bref. Le Barça démarre donc avec 18 buts en 6 matchs, un seul encaissé, les amis, quand même, à l'extérieur contre la Real Sociedad. Donc sachant qu'en plus de ça, il faut prendre en compte que dans ce match-là, Xavi avait tenté un peu de changer un peu les choses. Il avait mis une défense à 3, on jouait en 3-4-3 avec Frenkie en 6 qui avait eu un peu de mal, mais voilà, toute l'équipe avait un peu du bégayé à ce moment-là, comme moi actuellement. Donc c'était pas évident non plus. Voilà, donc ça c'est un truc à préciser. Donc ça c'est le seul but qu'on a pris en Liga. Et ensuite on a pris évidemment des buts, un but contre le Viktoria Pilsen en Ligue des Champions à domicile, un but évitable à mon humble avis, et aussi 2 buts évidemment contre le Bayern en Ligue des Champions. Donc en Ligue des Champions évidemment c'est bien différent, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut juger vraiment notre départ en Ligue des Champions actuellement? Je ne pense pas, les amis, je ne pense pas. Il y a pas grand chose à juger. Je veux dire, ok, on a joué contre le Viktoria Pilsen à domicile, qui est peut-être l'équipe la plus faible de la compétition, ou une des équipes, et à côté de ça on a joué contre le Bayern à l'extérieur, qui est peut-être une des équipes les plus fortes de la compétition. Donc voyez le grand écart, j'ai envie de dire, c'est le grand écart de Jean-Claude Van Damme entre les deux camions, tu vois le délire. Donc c'est compliqué de juger un peu tout ça. Évidemment on a déchiré le Viktoria Pilsen à domicile, bon ça c'était assez logique, et ce qui est un peu moins logique on va dire quand on voit le match, le déroulé du match contre le Bayern, c'est d'avoir perdu ce match là, mais bon, rien de dramatique non plus. Il y a un match retour à domicile, les amis, je pense que ça va se passer autrement, et surtout il y a 2 matchs décisifs contre l'Inter Milan là, début octobre, qui vont arriver, et ça va être tendu quand même. Mais dans le contenu, ce qu'on peut dire de cette équipe là, c'est qu'on retrouve un Barça quand même assez offensif, assez ambitieux dans le jeu, évidemment, qui cherche à dominer son adversaire. Un Barça qui met du pressing, qui met de l'intensité, qui met de l'agressivité, de l'impact, de la percussion, des contre-attaques, de la possession, des attaques placées, tout ce que tu veux, frère. On peut tous les faire. Donc il y a beaucoup de buts, il y a des buts sur le corner aussi. Les seuls buts qui manquent, on va dire, c'est pour l'instant, mais bon, tu connais, depuis le départ de Messi, il y a plus grand chose, c'est un peu le désert c'est un peu le désert. Plus de buts sur coup franc, donc voilà, on a retrouvé un Barça comme ça qui fait plaisir, hein, qui asphyxie aussi ses adversaires, qui cherche à dominer peu importe l'adversaire qui est en face. Le Bayern peut s'en est rendu compte, en tout cas, peut en témoigner, même si on a manqué de réalisme face au Bayern, et c'est ça un peu le problème, peut-être un de nos seuls points faibles, on va dire, notre seul point faible. C'est évidemment que si Lewandowski ne marque pas, le Barça pour l'instant ne gagne pas. Bon, ça c'est une stat un peu, j'ai envie de dire, à la con, parce que les 2 seuls matchs où il a pas marqué, c'est quand on a fait 0-0 contre le Rayo Vallecano, et la défaite à l'extérieur contre le Bayern, qui était, on va dire, en termes d'adversaire, tout ça, un peu plus logique. Et le Rayo Vallecano, c'était le premier match de la saison, il y avait peut-être cette petite pression, je ne sais pas. Donc voilà, en sachant qu'en plus contre Cadiz, il n'était pas titulaire, Lewandowski, et que avant qu'il rentre, on gagnait quand même 1-0, on aurait pu gagner ce match, je pense. Mais voilà, après il est rentré, il a claqué son but et tout ça, comme d'hab, hein, c'est un grand classique, donc on va pas s'en plaindre. Mais voilà, c'est un peu le seul point faible, pas vraiment le point faible, mais le point un peu négatif, c'est que c'est cette Lewandowski dépendance, on va dire. Après c'est un peu normal quand on voit la qualité du joueur. Lewandowski, c'est un leader devant, évidemment, c'est le leader en termes de but, en termes de jeu, tout ça, c'est un joueur hyper important pour Xavi, donc c'est un peu normal. Mais voilà, on attend peut-être un peu de Dembélé, de Rafinha, il a pas beaucoup marqué, on attend plus de buts de Rafinha, on attend plus de buts de Dembélé, il fait beaucoup de passes décisives, donc on va dire que ça va, mais on attend aussi beaucoup de buts de sa part. Évidemment, ce début de saison se passe bien, tout ça on l'a vu, mais ce qui se démarque maintenant, c'est que Xavi a l'air d'avoir son noyau dans l'équipe, on va dire. On a les 7 mercenaires, j'en sais rien, les 7 titulaires indiscutables, on va dire, de Xavi. Alors on commence par Ter Stegen au cage, évidemment. Ter Stegen, le petit Marco, il a retrouvé son niveau, il a retrouvé son genou aussi, donc ça fait plaisir forcément. Tu retrouves ton genou, ça va beaucoup mieux d'un coup, donc évidemment le Marc-André, il est très important, hein. On a enchaîné pas mal de clean sheets, on a la meilleure défense d'Europe actuellement dans les 5 grands championnats, et Marco, il y est pour quelque chose aussi, tu vois. C'est normal, on a une bonne défense, mais on a aussi retrouvé un gardien quand même assez en forme, et ça fait plaisir. Ensuite, on a Araujo et Koundé en défense. Donc pour mon petit Ronald, c'est un peu le défenseur indiscutable de l'équipe depuis la saison dernière. C'est la montagne infranchissable, les amis. C'est la montagne que voilà, tu n'arrives pas à franchir. Tu viens au contact d'Araujo, il te met un coup d'épaule.
Voilà, c'est mon petit Ronald comme ça. Lui en voulez pas, les amis. Lui en voulez pas. C'est le mec qui est ultra puissant. C'est tout, c'est comme ça. Tu vois, au contact de Ronald, tu t'arrives comme un guerrier au contact de Ronald, tu repars comme un nourrisson. Et Ronald, il te tient dans ses bras comme ça. Hein. Vinicius et Rudiger peuvent en témoigner. Il les tient comme ça, il leur donne le biberon, frère, et c'est parti. Va te coucher maintenant. Allez, tais-toi, va dormir, va faire ta sieste. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est Ronald, c'est Ronald. Donc voilà, en termes de puissance, il n'y a pas grand monde qui peut le surpasser. C'est comme ça, c'est la nature, hein, que voulez-vous. Ensuite, on a Koundé, donc la recrue que Xavi voulait absolument, le défenseur que Xavi voulait en priorité. Et évidemment, on peut donner raison à Xavi parce que Koundé, c'est très bon pour le moment. C'est un joueur intelligent, avec une bonne qualité de passe pour la relance. On sait que c'est très important chez nous. Un joueur en plus de ça polyvalent, déjà en plus de ça qui apporte de l'impact aussi, de ce nouveau Barça on l'a dit, ce nouveau Barça est agressif, met de l'impact, met du pressing, tout ça. Donc ça, le fait qu'il y ait Koundé aussi, ça participe à ce nouveau Barça. Donc lui, il a cet impact, cette agressivité en défense qui nous manquait un peu la saison dernière. En plus de ça, comme je l'ai dit, c'est un joueur assez polyvalent, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe, même si on a compris, frérot, on a compris, il préfère jouer dans l'axe. Ensuite, on a Pedri et Gavi au milieu, les deux cracks qui incarnent le futur du Barça et de la sélection espagnole, évidemment. Donc c'est vraiment les pépites. Les pépitas, j'ai envie de dire, Pedrito est un peu plus vieux, évidemment, même pas encore 20 ans que le gars, il a les clés, les gars. Souvent on compare Pedri à Iniesta, et Gavi peut-être à Xavi, un peu le duo Xavi-Iniesta, Pedri-Gavi, mais visiblement on se dirige pas vraiment là-dessus, en termes de profil pour le moment. Après, voilà, on verra avec le temps, mais là, on comparait Pedri à Iniesta, la magie, la façon de se déplacer, cette élégance un peu balle au pied, tout ça. Le truc qui est en train de se passer sous nos yeux, les amis, c'est que Pedri ressemble de plus en plus quand même à Xavi. C'est un peu le cerveau de l'équipe, là. Xavi est en train de le mettre dans les conditions pour que, peut-être pour qu'il prenne ses responsabilités, plus de responsabilités, et qu'il prenne aussi le jeu en main, les clés du match, quoi, les clés du jeu. T'as compris, frère. Donc voilà, on se dirige plus vers un Pedri architecte de ce milieu-là. Il gère tout au milieu, il gère le tempo, tout ça. Alors que Gavi, on l'attend. Gavi, moi, je trouve que c'est un joueur très technique, très offensif. Quand il était à la Masia, il marquait énormément de buts. Après, vous allez me dire, ça ne veut rien dire. Chez les catégories jeunes, tu peux marquer plein de buts et après devenir défenseur, tu sais. Bref, ça peut arriver, mais j'en attends un peu plus offensivement de la part de Gavi, évidemment. Mais Gavi, voilà, on compare, comme je disais, Xavi, Iniesta, tout ça, mais Gavi, c'est plus le bulldog, tu vois. Pedri, c'est plus le gardien des clés de Fort Boyard, tu vois, le petit vieux, et Gavi, c'est plus le bulldog, le chien de garde, tu vois, frère, c'est le pitbull qui vient tu t'approches trop de la maison, il te mord les mollets, tu gardes trop le ballon avec toi, il va te mordre les mollets aussi, frère. Donc attention à Gavi, il mord, voilà, il fait pas que aboyer, frère, il te mord aussi. Pas comme Suarez, mais t'as compris. Ensuite, on a Lewandowski et Dembélé en attaque, évidemment, Lewandowski, le leader de cette attaque et de cette équipe sur et en dehors des terrains, très, très important dans le mental des joueurs, voilà, il parle beaucoup avec les jeunes, il parle beaucoup aussi avec les plus anciens, mais vraiment, il gère cette équipe, il lead tout simplement tout le monde, et c'est magnifique, c'est en train de se passer. En plus de ça, il est décisif, évidemment. Il n'a pas été décisif contre le Bayern de son ancienne équipe, mais comme je l'ai dit, voilà, les émotions, il l'a dit lui aussi, il a peut-être été dépassé par ses émotions. On va pas lui en vouloir non plus, c'est un match, les amis. Alors, on m'a dit dans les questions Instagram, ouais, est-ce que Lewandowski est bon que dans les petits matchs? Il a loupé son match contre le Bayern, ça veut pas dire qu'il va être bon que dans les petits matchs, les amis. C'est qu'un match. C'est que le début de saison, calmons-nous. C'est comme quand le Rayo Vallecano, on a fait 0-0, c'était une catastrophe. Tout le monde a commencé à pleurer, oh mon Dieu, on a fait 0-0, le Real a gagné déjà, complexe d'infériorité, oh non, Lewandowski n'a pas marqué, qu'est-ce qui se passe, Lewandowski va louper son début de saison. Non, bah non les amis, vous voyez bien, Lewandowski il claque des doublés, des triplés, frère, il claque à tous les matchs. À tous les matchs quasiment. Donc les seuls matchs où il a pas marqué, évidemment on n'a pas gagné, mais ça reste un serial buteur. Le serial buteur de l'équipe, Lewandowski, je sais plus à combien il est à 8 buts en 6 matchs
donc de championnat et 3 buts en 2 matchs de Ligue des Champions, dont voilà son triplé face au Vitoria. Donc ça fait pas mal de buts, ça fait une bonne moyenne aussi de buts, c'est un des meilleurs buteurs d'Europe, c'est sûrement lui qui va finir Pichichi de la Liga. Voilà, je ne m'en fais pas pour Lewandowski, il va continuer sur sa lancée et ça va faire plaisir à tout le monde. Pour Dembélé, j'en avais fait une vidéo, c'est un peu le renouveau de Dembélé, voilà, le mec qui prend le truc au sérieux, il vient d'avoir un enfant en plus, il s'est marié il y a pas si longtemps, voilà, c'est un mec rangé, il est rangé des bagnoles les amis, il est un peu plus sérieux dans ses préparations de match, dans ses préparations physiques, tout ça, donc évidemment on voit un nouveau Dembélé, énormément décisif sur son côté, il sort des grosses prestations, il fait beaucoup de passes décisives, la saison dernière déjà il avait déjà commencé à être un des meilleurs passeurs de Liga je crois, alors que le gars avait joué qu'une demi-saison, là il démarre plutôt pas mal aussi en termes de passes, on a quand même Baldé qui est un peu au-dessus je crois bien, mais voilà, ça va, Dembélé fait un bon début de saison, maintenant on l'attend, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'attend un peu plus à la finition, un peu plus buteur le Dembélé. Si Dembélé devient un peu plus buteur et qu'il continue avec ses passes, ça pourrait peut-être devenir un des meilleurs ailiers du monde actuellement, donc qu'est-ce que t'attends frérot? Qu'est-ce que t'attends? Donc ces 7 mercenaires-là paraissent indiscutables aux yeux de Xavi, évidemment. Maintenant, il y a quand même d'autres joueurs qui jouent quand même énormément derrière cette année et pas ceux qu'on croit, qu'on aurait tendance à croire à première vue. Derrière Koundé et Araujo en défense, on a Garcia qui pointe un peu le bout de son nez, il a 404 minutes de jeu. Derrière, je crois que Koundé et Araujo c'est autour des 600 minutes, un truc comme ça, je sais plus exactement. 600 pour Araujo et 500 et quelques peut-être pour Koundé, j'ai plus le chiffre, mais Garcia il est à 404 minutes derrière, donc c'est le 3e défenseur le plus utilisé pour le moment, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, Garcia qui monte en puissance par rapport à la saison dernière, qui a benché complètement Piqué d'ailleurs. Et derrière, le 4e le plus utilisé, évidemment j'en ai parlé juste avant, c'est Baldé qui est un des meilleurs passeurs, le meilleur passeur de Liga actuellement, qui sort avec 2 passes décisives, qui a été encouragé par Xavi, qui a été félicité par Xavi aussi après son match. C'est beau. Baldé à lui tout seul a bench il a benché Jordi Alba, donc plutôt pas mal. Voilà, maintenant on attend qu'il monte en puissance, qu'il continue sur sa lancée. Évidemment on a acheté Marcos Alonso qui va venir aussi dans la rotation, mais voilà, on verra la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire. Donc derrière Pedri et Gavi au milieu, on a étonnamment mon petit Frenkie. Et oui, mon petit Frenkie, lui, qui était soutenu que par la communauté, défendu, ah non, il est blond, non, c'est mon petit Frenkie, j'aime bien mon petit Frenkie. Non, je plaisante, c'est pas pour me moquer, mais voilà, dans la communauté, il était très défendu. Frenkie, le martyrisé, sauvons le soldat Frenkie. Lui, voilà, mais au final, c'est le 3e plus utilisé. Il a joué plus de minutes que Busquets, mine de rien. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens de Frenkie, c'est que pour l'instant, il joue en 6. Xavi a envie peut-être aussi de l'utiliser en 6 dans le futur, à voir comment il s'en sort, sur cette saison, à voir si Xavi voudra le mettre en 6 au départ de Busquets. Busquets devrait partir en fin de saison. Maintenant, voilà, c'est le Frenkie a les clés en fait. C'est Frenkie qui décidera si oui ou non il pourra jouer à ce poste-là dans le futur, tout simplement. Il a les clés, il va falloir qu'il s'améliore dans le jeu long, ça c'est clair, qu'il tente plus, mais en attendant, il a les clés pour s'imposer à ce poste-là. Maintenant, c'est à lui de se bouger, j'ai envie de dire, hein. Parce que s'il s'en sort pas en 6 cette saison, Xavi ira chercher quelqu'un d'autre dans une autre équipe. En attaque, le 3e plus utilisé, évidemment, c'est Rafinha, hein. Rafinha avec 400 minutes, c'est pas étonnant non plus, et le 4e derrière, le plus utilisé derrière les 3, c'est Ansu Fati, alias Ansu Fragile. Je ne sais pas si, voilà, je plaisante Ansu, calme-toi. Donc pendant cette trêve, d'ailleurs, petit au passage, petite info, vous avez dû le voir passer, mais pendant cette trêve, il y a un petit plan pour que Ansu Fati, là, il se muscle, je sais, une sorte de petite préparation pour qu'il essaie de retrouver un peu son niveau d'antan, j'ai envie de dire. Donc est-ce que c'est une petite formule magique de la part de Xavi? Je ne sais pas. J'espère qu'elle fonctionnera, en tout cas, cette petite formule, et j'espère qu'Ansu Fati retrouvera son niveau d'avant, parce que c'est tout ce que j'espère, tout simplement, hein. J'espère qu'il pourra poursuivre sa carrière vraiment et qu'il augmente le niveau. On en aura besoin cette saison et dans le futur aussi, de toute façon. Bon, maintenant on a vu les joueurs utilisés par Xavi, les titulaires indiscutables, tout ça. Maintenant on a autre chose aussi, un autre enseignement de ce début de saison, c'est évidemment les
bannis. Eh oui, les petits bannis, les joueurs qui sont sur liste noire, on va dire, plus ou moins, allez, sans être méchant, on va dire les joueurs les moins utilisés par Xavi. Évidemment, les deux premiers qui on pense, c'est évidemment Jordi Alba et Piqué. Piqué, dans un premier temps, évidemment, c'est pas nouveau. Avec l'arrivée de Koundé, le niveau de Garcia, l'arrivée de Christensen aussi, qui est quand même très très bon depuis le début de la saison. Il a sorti un très bon match contre le Bayern quand même. Donc voilà, le niveau de ces joueurs-là qui ont augmenté. Cette défense qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus compétitive, c'est trop pour lui. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas grave, les amis. Piqué a sorti une très belle carrière au Barça. Après, maintenant, ça se finit, c'est tout, c'est comme ça. Lui a l'air de pas vouloir voir ça. Lui dans sa tête, apparemment, selon les infos qui sortent, c'est je vais continuer à me battre et je suis persuadé que j'aurai mon rôle à jouer cette saison et que je ne resterai pas sur le banc. Alors je ne sais pas d'où tu sors ça, frérot, mais quand on voit le niveau des autres joueurs, tu ne feras pas partie de cette équipe. Je ne sais pas, peut-être que j'ai loupé un épisode, mais pour moi, frérot, ça va être très compliqué pour toi. Donc le choix de Piqué sur le banc, c'est un peu plus logique. Le choix de Jordi Alba, c'était un peu moins prévisible, disons, parce que de base, voilà, on a fait venir Marcos Alonso. On savait que Xavi voulait absolument faire venir Marcos Alonso, que c'était voilà son choix à gauche en tant que titulaire de base, et d'un coup on a un Baldé surpuissant. Un Baldé, le gars, il s'est chauffé de fou et c'est un monstre. Bon voilà, ça c'était pas prévu dans la tête de Xavi en tout cas. Voilà, peut-être que dans la tête de Baldé tout était prévu, mais dans la tête de Xavi et des supporters, c'était pas forcément prévu. En tout cas, on pouvait pas s'attendre à ce que Baldé ait un aussi haut niveau. Donc Baldé, voilà, l'ascension de Baldé et l'arrivée de Marcos Alonso, Jordi Alba, le pauvre, c'est fini pour lui. Le pauvre, on va pas le plaindre, hein. Le plaindre non plus, c'est pas moi qui irai le plaindre, mais Jordi Alba se dirige tout doucement vers une fin de carrière comme Piqué. C'est-à-dire vers un départ sans gloire, j'ai envie de dire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On a offert des portes de sortie à certains joueurs et ils ont pas voulu les prendre. Maintenant, je parle pas forcément des deux, mais en général, voilà, faut pas trop tarder à prendre ces portes de sortie. Parce que ça pourrait égratigner un peu ta fin de carrière, ta fin de passage au Barça, et ce serait dommage quand même. Je sais pas si on peut considérer Jordi Alba comme une légende du club, on va y aller doucement avec Jordi quand même. Ça a été un bon joueur qui a fait partie d'une belle équipe. Maintenant, ça serait dommage qu'il parte comme ça. Maintenant, c'est trop tard de toute façon. Je pense que la plupart des supporters en veulent quand même pas mal à Jordi Alba par rapport à son comportement et son niveau. Et Piqué, c'est pareil. Pour moi, c'est quand même une légende du club, Piqué. Et c'est dommage qu'il parte dans ces conditions. Il avait dit je partirai du Barça en étant sur le terrain. En gros, il voulait pas faire sa dernière saison en étant sur le banc comme ça et partir comme un remplaçant, tu vois. Il voulait partir au top, on va dire. Et il aurait dû partir la saison dernière. Enfin, c'est ce mercato là, quoi. Après, financièrement, c'est compliqué de faire partir, je sais, mais bon, bref, on va pas parler de tout ça. Après ces deux-là, en termes d'oubliés, évidemment, on va pas mettre Marcos Alonso et Bellerin dans l'eau parce qu'ils viennent d'arriver, ils ont pas eu le temps vraiment de s'adapter au jeu, tout ça. Enfin, voilà, le temps qu'ils arrivent et qu'ils se mettent en place. En plus, Koundé, lui, par rapport à Bellerin, voilà, Koundé est titulaire indiscutable et joue souvent à droite, et Baldé est très bon à gauche. Donc pour l'instant, Marcos Alonso, voilà, va patienter, il va rentrer dans la rotation petit à petit, mais ça va se faire avec le temps. Mais évidemment, les deux gros joueurs après Piqué et Alba qui ne jouent pas souvent ou pas assez, ou voilà, c'est évidemment Memphis et Kessié. Kessié évidemment, qui était indiscutable au Milan AC et qui arrive au Barça et qui est un joueur de rotation. Bon, pour moi c'est logique, je veux pas blesser personne les gars, c'est pas une critique de quoi que ce soit frère, pour moi Kessié quand il est arrivé c'était un joueur intéressant qui a un profil différent de ce qu'on a dans l'équipe, mais je le voyais pas titulaire dans le 11 type quoi. Ça pour moi c'était clair, enfin c'est pas une surprise en soi, donc voilà, mais voilà, on s'attend peut-être à ce qu'il joue un peu plus quand même, parce que là il est à 170 minutes, un truc comme ça de jeu, par rapport aux autres milieux, voilà, qui sont Gavi, pardon, il est à 473 minutes, Frenkie je crois à 469 minutes, donc juste derrière Gavi, donc voilà, tu vois, et Kessié vraiment à 100 et quelques minutes, c'est peut-être pas assez, voilà, peut-être qu'il doit jouer un peu plus. Après Memphis, c'est un peu plus logique, le joueur devait partir au mercato, ça s'est pas fait au dernier moment, voilà, mais ça reste un joueur pas mauvais, Xavi il apprécie l'engagement, le mental du joueur, forcément il a un mental intéressant,
puissant, c'est un battant, tout ça. Donc ça c'est cool. Maintenant en termes de niveau de jeu, tout ça, ça peut pas être, pour moi il peut pas être titulaire. Pour moi il arrive derrière Ferran Torres déjà. Donc je sais que voilà, il va y avoir des critiques, non Ferran Torres tu dis n'importe quoi, mais bon bref, c'est mon avis en tout cas. Ensuite il y a Pablo Torre, c'est un peu l'interrogation voilà de ce mercato là. Il est venu pour jouer à moitié avec la B à ce qui paraît, ou jouer avec la A de temps en temps. Il ne joue pas du tout avec la B parce qu'il a pas l'air de vouloir vraiment jouer avec la B, et du coup il n'a pas 2 minutes, il a 9 minutes de jeu avec la A normal. Avec tous les milieux qu'on a, les amis, il peut pas jouer aussi souvent qu'il le voudrait, c'est logique. Donc Xavi va décider après la trêve là de savoir si qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Est-ce qu'il va jouer avec la B plus souvent, est-ce qu'il va commencer à rentrer dans la rotation de la B, parce que si le mec ne joue pas une minute, c'est dommage quand même. Avec la B il serait titulaire indiscutable à mon avis. Enfin bref, ce n'est que le début de saison les amis, voilà, on va finir un peu là-dessus. C'est que le début de saison, comme je l'ai dit, encore beaucoup de matchs à jouer, encore beaucoup de matchs importants. Évidemment il y a le mois d'octobre qui arrive, qui va être très violent. En plus de ça, juste après t'as la Coupe du Monde, voilà, c'est une saison qui va être assez compliquée, assez bizarre aussi, et spéciale à gérer en termes d'effectifs, de temps de jeu, tout ça, des joueurs, parce qu'avec la Coupe du Monde qui arrive en plein milieu, ça va être un peu un bordel, je pense. Qui sait comment tout ça finira. Voilà, mais en tout cas le Barça quand même démarre plutôt bien cette saison, et cette nouvelle ère, j'ai envie de dire. Xavi gère bien son équipe, même si des fois voilà, on peut critiquer peut-être certains choix de joueurs, certains choix, voilà, il a fait rentrer lui alors qu'il aurait dû faire rentrer lui, on s'en fout. En tout cas Xavi gère bien son effectif. La plupart des joueurs de l'effectif ont leurs minutes, leur temps de jeu, on va dire. Il répartit assez bien le temps de jeu. Par exemple au milieu on a énormément de joueurs, on a Pedri, Gavi, Kessié, Busquets, Frenkie, et tout ça joue quand même pas mal. Pedri joue beaucoup de minutes, beaucoup plus que les autres, il est à 600 minutes, un truc comme ça, peut-être même plus, 620, je sais plus. Mais derrière on a quand même Gavi et Frenkie qui sont très proches en termes de minutes, Busquets qui a 426 minutes je crois de temps de jeu, donc qui est pas loin aussi. Mais voilà, il y a juste Kessié qui a un peu quand même moins de temps de jeu, mais tu vois, Xavi essaie de donner un peu des minutes à tout le monde, et pour l'instant il le fait plutôt bien. C'est compliqué de faire jouer tout le monde les gars, il faut aussi un noyau dur pour avoir une certaine continuité et créer des automatismes. Il peut pas changer non plus et donner un temps de jeu égal à tout le monde, ça serait n'importe quoi. En attendant les gars, comme je l'ai dit, on a la meilleure défense des 5 grands championnats, et ça c'est pas un hasard non plus, c'est dû au travail de l'équipe, au travail de Xavi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant voilà, le mois d'octobre va arriver. Après cette trêve là, ça va être difficile à gérer. On a surtout une deuxième partie de mois d'octobre qui va être tendue avec le match retour contre le Bayern évidemment. Il va y avoir le Classico, il va y avoir aussi un match entre Villarreal, Bilbao, et on finit le mois par Valence, tout ça. Donc un deuxième partie de mois d'octobre qui va être violent. Une première partie du mois d'octobre aussi qui va être décisif, parce qu'on a la double confrontation contre l'Inter Milan qu'il va falloir absolument gagner les deux matchs pour assurer la deuxième place. Donc voilà, ce mois d'octobre là va être le mois de tous les dangers les amis. J'en ferai sûrement une vidéo après la trêve là, la semaine prochaine, juste avant de reprendre peut-être. Voilà, donc on s'arrête ici. Je pense avoir fait le tour de ce petit bilan de mois de septembre de début de saison. J'espère que la vidéo vous a plu les gars. On se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.